Les passagers en classe affaires sont priés de présenter leur carte d'embarquement au comptoir des départs. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Embarquement immédiat pour l'animatrice Anne Marcotte. Le succès de l'internationalisation passe avant tout par une bonne compréhension de la culture d'affaires de ses partenaires. Dans cet épisode, on prend l'exemple de l'expérience de développement de marché à l'international pour en tirer des leçons et des conseils pratiques avec Véronique Touga, qui est présidente de groupe Cambly. On abordera aussi l'importance de considérer la dimension culturelle pour assurer le succès de toute démarche à l'international avec Cécile Lazartigue-Chartier, consultante en interculturel. Et on parlera de l'importance de la représentation sur leur terrain et le fait incontournable d'investir dans le côté humain avec Iya Touré, déléguée générale du Québec à Dakar. Bienvenue en classe affaires. Véronique Touga est attendue à la zone des départs internationaux. Aujourd'hui, tout ce qu'on va apprendre, c'est vraiment l'art de créer une relation. Et ma première invitée, c'est Véronique Touga, qui est présidente du groupe Cambly, le plus important concepteur et fabricant de camions blindés en Amérique du Nord. Elle s'est illustrée par ses réalisations professionnelles au Québec et sur la scène internationale, où elle a développé des relations d'affaires durables au Moyen-Orient et en Afrique. Bonjour, Madame Touga. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoutez, on voit, dans le fond, ce que vous fabriquez, là, des camions blindés. C'est plus dur pour nous de visualiser, justement, l'internationalisation de nos affaires dans ce cas-là. Expliquez-moi là, comment vous avez développé vos marchés à l'international. Alors, nous, il faut dire que Cambly exporte ses produits aux États-Unis depuis toujours, depuis ses débuts. Donc, ça fait 60 ans qu'on fabrique puis qu'on a nos clients, notre base de clients standard, je dirais, donc dans le transport de valeur. Alors ça, c'est mon pain et mon beurre, c'est vraiment la fabrication de véhicules blindés pour le transport de valeur. Et on peut dire que les États-Unis, c'est un marché qui nous ressemble. C'est un marché qui nous ressemble. Donc, moi, j'ai toujours exporté parce que si on parle de mes clients, que ce soit Brinks ou Garda, là, mes deux principaux clients dans ce marché-là, évidemment, ils sont très présents, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Alors, nécessairement, Cambly exporte là-bas. Un petit détail, moi, je suis présidente de ma compagnie depuis 2010. Donc, mon premier mandat pour moi, c'était cette diversification-là. Alors, je me suis posé la question, quel allait être le produit qui allait me permettre de me diversifier, parce qu'on sait tous qu'à un moment donné, l'argent, le numéraire allait être en voie de disparition, où on se questionnait, puis on savait qu'il fallait se diversifier. Alors, on a choisi, on a analysé nos marchés, on a regardé ce qui se passe à l'international, puis tout ce qui était véhicule paramilitaire, je dirais, donc pour intervention tactique pour les forces de l'ordre, nous apparaissait un marché très en pleine croissance à l'international. Et là, c'est là qu'on a décidé d'investir dans tout ce qui était R&D, d'aller attaquer des marchés à l'international avec un nouveau produit qui allait être un véhicule blindé, mais pour les forces de l'ordre. Donc, avec une autre fonction que le transport d'argent. Et là, vous faites des choses en Afrique, plus particulièrement au Maroc, mais avant d'arriver là, vous avez pris un autre chemin. Tout à fait. On s'est intéressé d'abord par opportunité, donc développer un produit qui était encore là le véhicule pour intervention tactique pour les forces de l'ordre, mais au Qatar, donc au Moyen-Orient. Et on nous a approchés en nous disant, écoute, tes produits sont requis là-bas, il y a une Coupe du Monde qui s'en vient en 2022, est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on commence à développer pour le marché du Moyen-Orient? Et moi, étant très attirée par l'international, c'est certain que j'ai foncé, j'ai dit oui, avec peut-être une naïveté, on va se le dire. Et donc, on s'est mis à prioriser, dans le fond, le nouveau produit qui allait être un véhicule tactique, mais avec certaines adaptations pour le Moyen-Orient. Puis après ça, on s'est dit, ça fait pour le Moyen-Orient, ça pourrait tout à fait se vendre en Afrique également. Donc, on a d'abord
tester nos produits dans le désert du Qatar. Dans le désert? Dans le désert. Donc, on s'est rendu au mois de juillet. Il faisait 50 degrés. Et on a transporté nos produits là-bas. On a testé, mais c'était une super belle collaboration avec ces gens-là qui ont été très généreux en information parce que au bout du compte, moi, je n'ai pas vendu au Moyen-Orient. Vous n'avez pas vendu? Je n'ai pas vendu au Moyen-Orient. Vous avez travaillé ce dossier-là pendant combien d'années? Je vous dirais un bon 5 ans. Où est-ce qu'on s'est... je dis que j'ai traîné au Moyen-Orient parce que ça a été beaucoup d'allers-retours. C'est ça, vous êtes allé là plusieurs fois, là, en chair et en os. Là. Ah oui. Peut-être 10-15 fois là, pour justement établir la relation avec ces gens-là, comprendre c'était quoi les besoins. Il fallait quand même amener notre véhicule à subir des températures allant jusqu'à 50-60 degrés. Alors, on a vraiment investi dans le développement d'un nouveau produit. Et au bout du compte, c'est le Maroc qui s'est trouvé intéressé par le produit. Bien, c'est ça. Là, quand on met autant d'efforts, qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur quand on n'arrive pas, dans le fond, à nos fins, conclure, dans le fond, une vente? On retrousse nos manches, on continue, on regarde d'autres marchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, nous, on était déjà en train de tenter le coup en Afrique. Donc, on ne s'appuyait pas que sur le Qatar, même si ça prenait beaucoup de notre temps. On faisait beaucoup de trade shows au Moyen-Orient, mais en Afrique aussi, pendant au moins 5 ans, 5 à 7 ans. Et pendant qu'on essayait de vendre au Qatar, à ce moment-là, le Maroc s'est manifesté. Ça a très bien fonctionné parce qu'on a réussi à vendre. Donc, je dis réussir à vendre parce que c'est vraiment là qui était le défi pour moi, c'est commencer à vendre dans ces pays-là. Donc, ça a été vraiment au niveau commercial. C'est ça, expliquez-moi ce défi-là au niveau, je vous dirais, de la relation, au niveau de la négociation, parce que là, on parle de cultures différentes. Tout à fait. Je vais prendre l'exemple du Qatar, par exemple. Ils venaient nous visiter comme on allait les voir. Et c'était la première rencontre avec ces gens-là. Donc, ils sont venus nous voir chez Groupe Cambly. Et moi, j'étais vraiment préparée. Donc, préparée en termes de visuel. Heureusement, mon mari, moi, est d'origine arabe. Donc il est marocain. Puis, il regardait ma préparation. Puis, il m'a tout de suite arrêté en me disant « Écoute, Véronique, c'est très, très bien là, tout ce que tu fais, puis ton support visuel est magnifique, mais là, on va mettre ça de côté un peu, puis je vais te parler de la relation avec la culture arabe. Comment ça se passe? » Et là, bien, évidemment, moi, j'étais d'une grande écoute parce que je voulais que ça réussisse. Et là, ben, je peux vous dire que toute la planification de cette visite-là a complètement changé, puis que mon focus premier était uniquement la création de la relation avec ces gens-là. Fait que ça a été de loin le meilleur conseil. Ça a été le meilleur conseil parce que ça a très, très bien fonctionné. Puis c'est après ça qu'on nous a dit on veut votre produit, on veut développer avec vous. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la relation avec le Qatar a débuté. Puis même si aucune vente ne s'est concrétisée. Tout à fait. Et maintenant, en Afrique, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que ça fonctionne? Je dirais que la crédibilité du produit a grandement aidé. Donc, tout ce que j'avais fait au Qatar, même si je n'ai pas vendu, ça a crédibilisé beaucoup notre produit. Puis on a été capable de rencontrer les bonnes personnes. On s'est fait conseiller. Voici le chemin pour aller rencontrer les bonnes personnes au Maroc. Puis à un moment donné, on nous a sollicité pour des rencontres. Puis c'est là que l'aventure avec le Maroc a débuté. Justement, quand on nous aide à voir le chemin, est-ce que vous avez travaillé avec des délégations? Oui, tout à fait. Les délégations pour nous, dans chacun des pays où on développe est extrêmement important. Donc, on travaille beaucoup avec toutes les ambassades, avec les délégations générales du Québec, mais c'est vraiment... C'est des facilitateurs. C'est des facilitateurs incroyables. Puis, donc, nous, c'est toujours notre porte d'entrée. Puis c'est une source d'information incroyable de travailler avec ces gens-là. Donc, oui. Vous savez, lorsqu'on fait des affaires à l'international, on va vers les gens. Quand on s'ouvre sur d'autres cultures, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien... une grande ouverture, d'abord. Je pense qu'il faut être ouvert. Après ça, on est beaucoup dans l'observation. Donc, moi, je dis tout le temps que je danse le tango.
Ça, c'est le fun, on comprend l'image. Oui, alors je m'adapte à qui j'ai devant moi, puis si on voit qu'il y a des sensibilités, ben on va pas là. On est très sensible à notre interlocuteur. Donc moi, en cas de doute, je m'abstiens. Ça, c'est important. Puis après, j'ai toujours l'opportunité de revenir à la charge. Ça prend au moins une bonne rencontre ou deux avant que on casse la glace, puis qu'on puisse dire qu'on commence à créer le relationnel. Et je pense que la gestion du temps prend une importance là, primordiale. C'est long, sûrement, ces processus-là. Si je m'étais fiée sur l'international pour me diversifier à court terme, eh bien là, j'aurais fait fausse route, là. C'est extrêmement long. Je commence tout juste à pouvoir récolter des fruits 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Oui. Donc, il faut être très patient, mais je pense que ça peut être utile d'être patient, puis ça peut... je pense que c'est comme ça qu'on fait de vraies affaires. Donc, c'est de ne pas prétendre avoir conclu tant que ce n'est pas conclu. Je dirais que ça, aujourd'hui, ça me guide énormément. Merci, Madame Touga, d'avoir partagé votre expérience et tout ce que vous avez appris finalement directement sur le terrain. C'est moi qui vous remercie. Embarquement immédiat pour la passagère Cécile Lazartigue-Chartier. Cécile Lazartigue-Chartier est consultante en interculturel orientée sur la conduite des affaires. Elle accompagne les individus et les entreprises avec humanisme et efficacité. Écoutez, j'ai plein de questions pour vous. Moi, je veux savoir, vous qui êtes aux premières loges là, pour nous donner des bonnes pratiques d'affaires, quelles sont les phases d'une bonne négociation interculturelle? Alors, l'interculturalité, c'est non pas d'imposer des règles à l'autre ou de s'imposer les règles de l'autre, mais comme la précédente intervenante le disait si bien, c'est un tango. Le premier pas en interculturel, c'est de se former, de prendre conscience de ce qui nous motive, de nos moteurs, de nos références, souvent inconscients, et puis d'être capable, après, dans le non-jugement, ça c'est le plus grand défi de l'interculturel, d'être capable de prendre en compte le fait que l'autre en face a une autre vision du monde. Et l'interculturel, c'est d'arriver sur un troisième espace qui est la collaboration, le fameux tango, qui permet à chacun de prendre sa place, garder sa cohérence par rapport à ses valeurs et de rentrer en lien avec l'autre pour que ça ait du sens pour les deux parties et que ça soit gagnant-gagnant. Donc, ça prend beaucoup de préparation. Tout à fait. Alors, il y a la strate de l'étiquette. Ça en fait pas. On doit se regarder, ne pas regarder, saluer de telle façon, s'habiller de telle façon. Comprendre l'étiquette, comprendre ce qu'on appelle la fiche pays, la religion, les fêtes, la façon de manger, etc. Ça, c'est primordial. On est vraiment dans le basique. Après, si on veut faire des affaires de manière pérenne, dans une relation de confiance, ça prend du temps. L'amitié, ça prend du temps et les affaires prennent du temps. Donc, il faut se laisser cette marge, cet espace pour rentrer en relation. Et même si c'est des gens qui sont extrêmement pragmatiques, par exemple, certains pays nordiques, aux Pays-Bas où j'ai eu le bonheur de vivre, on est très dans le pragmatique, on est dans l'efficience, etc. Mais les relations sont extrêmement importantes. Et une confiance, même si elle se bâtit de façon différente au Moyen-Orient ou dans certains pays d'Afrique ou en Asie, la confiance est toujours la base d'une relation pérenne en affaires. Et la négociation, c'est vraiment toujours cet esprit de se positionner, accepter l'autre et arriver sur ce troisième espace. Une fois qu'on comprend tout ça avec humilité, là, parce qu'il faut laisser tomber quand même plusieurs de nos croyances, hein, quand on veut s'ouvrir, là, il faut repartir dans le fond à neuf. Il faut après ça regarder la personne avec qui on traite, sûrement son statut, comment on doit interagir. Comment vous voyez ça? Comment on gère ça? Alors, d'où l'intérêt de se préparer en interculturel fondamentalement et après sur le pays. Oui, il est toujours important de savoir
à qui on doit s'adresser, de quelle façon on doit s'adresser, quel est le modus operandi local. Est-ce que nous sommes en Amérique du Nord et où, par exemple, la hiérarchie est d'une façon plus horizontale et il serait malvenu de dire à quelqu'un en pleine réunion, vous qui avez un doctorat en ceci, en cela, vous pouvez comprendre, les autres ne comprennent pas. Mais peut-être que dans certains pays, notamment par exemple au Maghreb, où c'est important de toujours souligner et valoriser le titre de quelqu'un. Parce que ça le remet dans un contexte hiérarchique et d'une hiérarchie sociale. D'où l'intérêt de savoir qu'est-ce qui se fait exactement dans ce pays. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager pour nous faire comprendre toute l'importance de ce processus-là, finalement? Oui, alors, des anecdotes, parce que c'est des histoires vraies que j'aurais même pas pu imaginer tellement elles sont fortes. Une entreprise française avec un produit extrêmement mature a courtisé une entreprise chinoise pendant plus que 3 ans et finalement, le grand directeur de cette entreprise chinoise arrive à Paris. En fait, ils ont envoyé quelqu'un chercher le couple à l'aéroport et ils ont choisi un stagiaire d'une grande école française. Donc, pour l'entreprise française, il y avait un statut qui était respecté par le fait que ce jeune stagiaire était d'une grande école. Et donc, il va chercher le couple et quand ils m'ont raconté ça, j'ai dit, mais je peux vous garantir que vous n'aurez pas le contrat. Le diable est dans les détails en interculturel. Et c'est un affront à ce directeur de grande entreprise chinoise de lui envoyer un petit stagiaire. Il lui fallut que ce soit vous, comme homologue, qui alliez le chercher. Parce que c'est quelque part ne pas reconnaître son statut social et d'importance. Donc, le contrat ne s'est pas fait. C'est des petits détails, mais ça change le monde. Et en négociation internationale, ça peut être la façon de mal manger le poisson, la façon dont on a serré la main, ou la personne qu'on a saluée en premier ou pas. C'est peut-être notre empressement à vouloir conclure. Bon, ça y est, on est d'accord sur les chiffres. Donc, non, le dernier jour de visite dans vos temples ou dans un musée, etc. Non, j'ai plus le temps, je dois rentrer au pays. Les gens se sentent offensés, vous le diront peut-être pas forcément, et puis finalement, le contrat ne se fait plus. À partir du moment où on comprend là, que tout a de l'importance, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement des situations où on aurait tellement investi puis finalement on risque de tout perdre? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'une manière claire, il faut rester sur ses valeurs. La première chose qui est incontournable, former vos équipes à l'interculturel. Ah, c'est ça, il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Si on va en Chine, on va prendre un traducteur. Mais si on va en France, on n'a pas de traducteur. Mais par contre, on a besoin d'un traducteur culturel. On faisait référence aux délégations du Québec dans le monde. C'est extrêmement important d'aller chercher des gens qui connaissent le terrain. Aller chercher des alliés locaux. Former vos équipes. Ça, c'est incontournable. Quand je dis les équipes, c'est pas juste la personne ou les 3 personnes qui vont aller régulièrement dans le 10 pays ou sur la zone géographique en question. C'est aussi les gens en communication sur place, à Montréal, au Québec. Et si on a l'intention de développer une zone géographique, peut-être que ça serait de conseiller à vos équipes, par exemple, de voir des films vous allez au Kenya, plongez-vous dans la filmographie, la musique, l'histoire, les références culturelles qui ont du sens pour les gens là-bas, de manière à ce que, quand vous arriviez, vous avez quelque chose à partager, à connecter. En fait, je conclurai en disant que ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que l'ignorance a un très gros prix à l'international lorsqu'on parle de négociation. Merci beaucoup, Madame Lazartigue-Chartier. Iya Touré, en correspondance pour l'International, est priée de se présenter à la porte d'embarquement.
Iya Touré est délégué général du Québec à Dakar, où il a pour mission de renforcer les liens politiques et économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne. Il a déjà été vice-président au développement des affaires chez Investissement Québec. Bonjour, Monsieur Touré. Bonjour, merci de l'invitation. Écoutez, on est content de vous avoir parce que vous, là, vous êtes à temps plein sur le terrain. Et on veut savoir, là, qu'est-ce que vous maîtrisez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez accès comme informations qui peuvent, dans le fond, aider nos entrepreneurs lorsqu'ils décident d'aller à l'international pour faire des affaires. Je commencerai par dire que nous sommes les yeux et les oreilles des entreprises et puis des institutions québécoises sur le terrain. La délégation générale du Québec à Dakar couvre 12 pays. Donc, on est appelé à voyager. Et donc, notre rôle, c'est de faciliter la vie, le parcours des entreprises qui décident de venir nous voir ou des institutions d'enseignement aussi qui décident de venir nous voir. On développe des relations à la fois économiques et politiques avec les autorités qui sont sur place. On connaît la culture aussi. Quand quelqu'un de haut rang se déplace, c'est le délégué général ou le délégué qui va l'accueillir à l'aéroport directement. C'est des choses on fait plus ce genre d'erreur-là. Et le Québec, dans ce sens-là, au cours des dernières années, peu importe le gouvernement en place, a été très dynamique et très présent. On a 35 représentations à travers le monde. Et, dans combien de pays? Je pense que c'est 18 pays, 18-19 pays. Évidemment, le voisin du Sud, il y en a beaucoup aux États-Unis. En Afrique, on a une délégation générale et 2 autres bureaux. Donc, on a 3 représentations en Afrique. Donc, on est très présent sur le terrain. On essaie de faciliter la vie des gens. Évidemment, quand je dis des gens, des entreprises qui décident de venir. Quand on décide d'aller à l'international, la première chose à se poser, ou qu'on se pose généralement, comme Véronique le disait tantôt, on évalue si on a le bon produit. On évalue si on a les ressources financières. On fait tout ça. Donc, on dit, on a le meilleur produit au monde, on a l'argent, c'est le temps de partir. Mais il faut s'arrêter, se questionner sur soi-même. Est-ce que nous, on est prêt? Est-ce que nous, comme structure de management, on est prêt? Nous, comme personne. Nous, comme personne, nous, comme structure de management, est-ce qu'on est prêt à faire l'international? Ça, c'est fondamental parce que si on ne fait pas cet exercice-là, c'est un échec qui est devant nous. Et Mme Touga l'a dit tantôt, elle, c'est comme dans son ADN. Son mari, qui est marocain, ses enfants, donc elle baigne dans ça. Donc, dire qu'elle va à l'international, les adaptations culturelles dont ça prend, la patience, elle avait déjà, l'écoute. Donc, si tu n'as pas ça, c'est impossible. Il faut pas aller. Donc, il faut vraiment que nos entrepreneurs, nos entreprises qui décident d'aller à l'international se posent toujours cette question-là. Est-ce que moi, comme personne, est-ce que moi, comme structure de management, avec mon conseil d'administration, est-ce qu'on est prêt à faire cette réflexion-là? Si on n'est pas prêt, embarquez pas. Je vais encore loin. Elle parlait tantôt de son exemple au Qatar. Moi, quand je l'ai rencontré, justement, on parlait du Qatar, les va-et-vient, on était tous excités, là. On se disait, là, ça va aller, et il va y avoir des ventes. Et quelques années après, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de vente. Mais imaginez-vous l'argent, les ressources financières qui ont été brûlées dans ce va-et-vient-là. Investissement Québec, où le gouvernement du Québec, à travers ses représentations, sont là pour justement aider. Parce que c'est très important, cet accompagnement-là. C'est l'accompagnement physique, mais l'accompagnement financier pour vous permettre de faire ça. Nous, au Québec, on est 8,5 millions, on s'en va vers 9 millions. Et le Québec est réputé pour avoir des patenteux. C'est vrai. 80% de nos entreprises, c'est des PME, mom and pop shops, qu'on a. C'est sûr qu'on ne peut pas tout vendre ici, là. On est 40 millions au Canada, là, ça ne marche pas. Donc, l'international,
c'est une obligation, mais ça se prépare. Il faut le préparer. Il y a des formations qui se donnent, il y a beaucoup de choses qui se donnent dans ce sens-là. Et je vois qu'il y a des entreprises c'est un créneau spécial, là, hein, faire ce que Cambly fait, là, c'est un créneau particulier. Hein, donc, ça démontre l'ingéniosité et puis l'expertise développée au Québec par rapport à ça qu'on peut vendre à l'étranger. Donc, on se doit d'aider ce type d'entreprise-là, d'aider ces entrepreneurs-là à s'imposer à l'international. Et nous, à Dakar, on est très fiers de le dire, on devient incontournable maintenant. Avant que moi je prenne fonction, et évidemment, c'est des jeunes délégations en Afrique, hein, c'est des jeunes délégations. Moi, j'ai pris fonction en janvier 21, et là, on était 5 personnes, on est rendu presque à 15 personnes. Moi, je ne suis pas diplomate de carrière, de formation. J'ai travaillé dans une institution financière. Donc, nous... Mais par votre discours, on sent que vous êtes entrepreneur dans l'âme et on aime ça. C'est la réalité terrain. On vit sur le terrain. Nous, on va à la rencontre des entreprises. On ne peut pas rester au bureau. De toute façon, on va s'ennuyer. On n'aime pas ça, rester au bureau. Nous, on est sur le terrain. On va rencontrer le vrai monde. On discute des besoins et comment on va les accompagner. Et on a cette facilité-là, nous, les Québécois, et les gens apprécient ça énormément. Ça favorise le partenariat dont on parlait tout à l'heure, là, parce que tout le monde se reconnaît en toi. Moi, je veux savoir, on comprend là, qu'il y a un travail psychologique à faire sur soi-même comme entrepreneur. Là. Même si notre usine est prête, notre produit est prêt, il faut se poser la question si nous, on est prêts. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette audace-là, même de dire à quelqu'un qui voulait internationaliser, dans le fond, ses activités, de lui dire « je crois que tu n'es pas prêt ». Ouais. Moi, quand une entreprise vient me voir, me parle de son projet d'internationalisation, je regarde d'abord le management qui est là, l'âge moyen des gens. Si c'est le propriétaire, 70 ans, qui se dit, Monsieur Touré, vous êtes le délégué général à Dakar, moi je veux aller à Dakar, je veux faire l'internationalisation, je dirais non. Ton fonds de pension, je ne le prendrai pas pour aller le risquer. Mm-hmm. À 70 ans, c'est pas vrai, là. Il ne pourra pas. Donc, je me questionnerai d'abord, est-ce qu'il a fait la transmission? Donc, si la transmission est faite, il y a une nouvelle génération, on a un success story, on a quelque chose qui peut commencer. Donc, je fais cette analogie-là. Généralement, il faut se poser ces questions-là. Et l'Afrique, pour moi, c'est le continent de demain, avec tous ces enjeux que nous connaissons. Hein. Il ne faut pas se cacher, là, parce qu'on parle de coup d'État, mal gouvernance, etc. Mais c'est un continent qui est en mutation. Moi, je pense que c'est une terre d'opportunité pour nous, mais il faut il faut le préparer. C'est un continent, la francophonie, ça va dépendre de l'Afrique. Et le Québec a tous les atouts. On a la langue avec ces gens-là. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis on est dans la bonne direction, mais il faut continuer d'investir. Monsieur Touré, si en terminant, je vous demandais, donnez-moi une phrase là, que vous aimeriez que les gens qui vous écoutent retiennent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur communiquer? Il faut avoir la passion pour ce qu'on fait. Il faut toujours être passionné. Nous, on est passionnés par le métier que nous faisons, la volonté, le désir d'aider les entreprises. Moi, je suis passionné par ça, j'en parle. Et c'est pas juste en parler, ça se voit. Madame Lazartigue-Chartier, une phrase là, qui pourrait marquer l'imaginaire de nos auditeurs. Pragmatisme et humanisme. Ça, c'est vraiment important. Cet équilibre entre structure, chiffres, et en même temps garder cette flamme pour ce goût des autres. Oui, le goût des autres, c'est aller vers l'autre. Madame Touga? Moi, ça fait référence un peu à la vision. Donc, ce que j'aime dire, c'est que je ne prends jamais une décision en fonction des contraintes, de toutes les difficultés qu'on peut traverser. J'ai une vision de ce que je veux atteindre. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Touré. J'ai une vision claire de ce que je veux. C'est la meilleure décision pour Cambly, donc je la prends. Et après, j'évalue les contraintes et voir si je peux y arriver. Mais pour moi, c'est important de prendre cette décision-là d'abord, de bien comprendre où est-ce que je veux aller, puis ensuite, je regarde toutes les difficultés que je pourrais rencontrer.
Bien, en résumé, on comprend qu'il y a des opportunités, on comprend qu'il y aura des investissements à faire, des prises de réflexion à faire, puis de le faire évidemment avec humilité. On va se le dire, ça va être très exigeant, mais en bout de ligne, même si on ne conclut pas une vente comme vous l'avez vécu, Madame Touga, ça demeure toujours un processus enrichissant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, nous avons entendu Véronique Touga, présidente de Groupe Cambly. Cécile Lazartique-Chartier, consultante en interculturel à l'art et la manière. Iya Touré, déléguée générale du Québec à Dakar. à l'animation, Anne Marcotte, à la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Une création de Coyote Audio. Suivez En classe affaires sur fccq.ca/balado.